quand je me suis intéressé à ce fameux cycle de l'eau, tu vois, j'ai repris un peu comme tout le monde ce fameux schéma qu'on apprend à l'école. Et toi, tu dis un truc qui m'a interpellé, c'est que il n'est plus représentatif de ce qu'il est aujourd'hui. Mm. Pourquoi il est plus représentatif? La première chose, c'est l'eau verte. C'est cette eau qui est contenue dans le premier mètre du sol. Et cette eau verte, elle est évapotranspirée par les plantes. Les plantes captent cette eau dans les sols pour l'évapotranspirer. Donc ça veut dire qu'elle part dans l'atmosphère, mais elle n'est pas véritablement perdue. Elle est remise en circulation. Elle va suivre les courants atmosphériques et ce sera une source de pluie pour d'autres régions. Cette eau verte, on ne la représente pas dans nos schémas. En fait, on représente qu'une grande boucle qui vient des océans jusqu'au Mhm. continent et ça repart via les fleuves et les océans. Mais cette représentation, elle est presque archaïque, je dirais, minérale. Elle considère que l'eau de pluie, elle dévale les pentes et hop, elle retourne à la mer. Or, en fait, le vivant s'est organisé pour la capter, la retenir, l'infiltrer et surtout la remettre en circulation. Et ça fait des petits cycles de l'eau verte qui se retransforment en eau bleue à l'intérieur des continents. Il y a une deuxième chose qu'on ne représente pas dans nos cycles de l'eau. On ne représente pas l'impact du changement climatique, l'impact de la pollution et d'une manière générale, les interactions entre les activités humaines et le cycle de l'eau. Et le cycle de l'eau a été profondément perturbé par toutes nos activités humaines. Et ça veut dire quoi quand tu dis les activités humaines? Comment elles s'intègrent justement dans ce grand cycle de l'eau et à quel moment On le perturbe. on le perturbe ou du moins on l'influence quoi. On influence ces cycles de l'eau verte déjà par rapport au changement de couverture et l'usage des sols. C'est la première altération, je dirais, qui est massive à l'échelle planétaire, même en France. Lorsqu'on on change une prairie et on la convertit en une monoculture de céréales, par exemple, ben on va changer l'humidité des sols. Et on va aussi changer la trajectoire de la goutte de pluie qui, plutôt que de s'infiltrer et recharger en profondeur, va ruisseler et éroder les sols, etc. Et être évacué le plus vite possible. Lorsqu'on déforeste, on change aussi la couverture du sol, mais on change aussi ces circulations de l'eau verte atmosphérique, ça a été quantifié, et l'urbanisation non maîtrisée ou l'artificialisation des sols perturbe aussi ces cycles de l'eau verte. Et pour l'eau bleue, donc l'eau qu'on voit dans les nappes, dans les rivières, là, les altérations aussi, elles sont très profondes sur à la fois le fait de prélever plus d'eau que les hydrosystèmes sont capables de se renouveler naturellement. Le fait de stocker artificiellement de l'eau, ça perturbe tous les hydrosystèmes. Et sur l'eau bleue, d'après ce que je comprends, c'est qu'on prélève trop d'eau et on ne lui laisse pas le temps justement de se régénérer. Mm. Est-ce qu'il y a un point de bascule? Est-ce qu'on identifie, on va dire, combien la planète peut nous offrir d'eau et à quel point elle peut se régénérer vite? Mm. Et à quel point, nous, en fonction de notre consommation et notre prélèvement, on passerait justement ce point de bascule-là? On sait, par exemple, dire une limite au-delà de laquelle on sait qu'on prélève trop d'eau par rapport à la capacité de l'hydrosystème à se régénérer. Ces études-là, elles sont faites sur les nappes, sur les rivières, en France. À l'échelle planétaire, ça n'a pas forcément de sens de donner une limite, tout comme on peut le faire sur l'empreinte carbone, par exemple, pour atteindre la neutralité. La question de l'eau, c'est beaucoup plus complexe et située à l'échelle d'un bassin versant sur un territoire donné, avec un climat, des usages et des spécificités des milieux aquatiques. Donc c'est important de garder à l'esprit que le partage de l'eau, alors il est non seulement pas réservé qu'à la sphère humaine, il faut aussi l'élargir à l'ensemble du vivant, mais elle est située vraiment à l'échelle du bassin versant, à l'échelle de l'emprise géographique et de son climat et du fonctionnement du milieu aquatique. Ok. En général. Moi, j'avais pas prévu de te poser cette question, mais peut-être ça va te poser une colle. Mais du coup, je me dis, comment on arrive à dire qu'on est arrivé au bout de la limite planétaire eau douce? Oui. Du coup, comment ils Très arrivent bonne question. à étudier ça? Très bonne question. Pour la limite planétaire de l'eau, on en a deux. Il y a l'eau verte et l'eau bleue. Et dans les deux cas, la limite planétaire, elle est définie par rapport à l'étude de la variation pour l'eau verte de l'humidité naturelle des sols et pour l'eau bleue des débits dans les cours d'eau.
On pourrait d'ailleurs rajouter le niveau des nappes, mais ça ne l'a pas été fait. Par contre, on sait dire que il y a une proportion des terres émergées, non gelées, qui dépasse la zone de variabilité naturelle de ces métriques-là. Donc ça veut dire en clair qu'on a des sols soit trop secs, soit trop humides, et des rivières qui ont des extrêmes hydriques importants. Et on est sorti de cette fenêtre de variabilité naturelle. Et ce qui est intéressant sur l'étude qui a posé les bases un peu de ces limites, c'est qu'on est sorti de ces zones de variabilité naturelle au début du XXe siècle, avant de voir les perturbations climatiques sur les hydrosystèmes. Donc ça veut dire qu'on a quand même largement contribué à accélérer, drainer, pomper des eaux souterraines qui ont un temps long. On les a mises en surface et on a accéléré l'écoulement en superficiel. Et ce que nous amène le changement climatique, c'est effectivement une exacerbation, une amplification du phénomène d'accélération en surface. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'eau qui va s'évaporer, précipiter, évacuer, ruisseler, etc. Et du coup, si je comprends, on a accéléré le cycle de l'eau de par notre surconsommation et via le changement climatique. Mais du coup, quels sont les phénomènes qui viennent nous dire que vraiment il y a un problème et qu'il faut se pencher dessus? Parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Alors déjà, on pensait en France qu'on allait être épargné par les sécheresses et les restrictions d'usage. Il y a certaines régions qui, en 2022, ont connu des niveaux de crise jamais atteints, alors qu'on considère ces régions comme des châteaux d'eau. Je pense notamment aux Alpes du Nord, la région d'Annecy, Haute-Savoie, Savoie. On avait des zones qui étaient en crise. C'est-à-dire qu'on ne réserve l'eau disponible qu'aux usages eau potable. Donc, les signaux faibles qui se renforcent sont ceux-là, c'est-à-dire une moindre disponibilité de l'eau aux périodes de basse eau, aux périodes d'étiage, donc autour de l'été. Il y a aussi ce phénomène exacerbé par le changement climatique de sécheresse plus précoce. Si on reprend l'exemple de la montagne, c'est dû aussi à la baisse de l'enneigement, baisse de l'épaisseur du manteau neigeux, font accélérer des glaciers, etc. Et donc, cette eau qui était naturellement stockée sous forme de neige ou de glace, aujourd'hui fond et ne prend pas le temps, je dirais, de s'infiltrer, de recharger les hydrosystèmes. Et donc, on voit apparaître des sécheresses dans des régions qui n'étaient pas habituées à ces phénomènes-là. Et ces sécheresses arrivent de plus en plus tôt dans l'année et se prolongent aussi de plus en plus tard après la saison d'été. Donc, ces phénomènes de sécheresse hydrologique en France, elles ont presque été sous-estimées. Je prends un autre exemple, il s'agit toujours sur l'année 2022 du phénomène de retrait-gonflement d'argile. C'est ces maisons individuelles qui sont construites sur des sols argileux et les argiles ont une structure minérale en feuillet. Dès qu'il y a une sécheresse des sols, l'argile se rétracte et lorsqu'il y a de l'eau, elle gonfle. Et ce mouvement-là déstabilise les fondations et provoque des fissures. Et en 2022, elles ont coûté, ces fissures, 3,5 milliards d'euros aux assureurs qui ont sonné la sonnette d'alarme en disant ça coûte très cher et on sait qu'avec le changement climatique et les sécheresses des sols, ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc, on voit un certain nombre de phénomènes arriver en France qu'on n'avait pas forcément anticipés sur les extrêmes secs. Et les extrêmes humides, pour le coup, on les avait déjà anticipés à travers tout un tas de politiques sur la gestion du risque d'inondation. Mais encore une fois, on n'a pas forcément intégré l'évolution du changement climatique dans les phénomènes de pluie extrême avec des épisodes pluvieux très intenses, c'est-à-dire des quantités de pluie qui s'abattent en un temps record. Et pareil, l'intensité pluvieuse fait qu'on n'a pas le temps d'infiltrer dans les sols et de ralentir l'eau. Donc ces phénomènes de risque-là, entre le trop d'eau et le pas assez d'eau, va profondément perturber le tissu économique et social. Et à l'échelle mondiale, c'est des choses qu'on retrouve aussi ou qu'on a déjà vues justement. Est-ce qu'on arrive à avoir un pays où on se dit, ah ben là, en fait, c'est ce qui va nous arriver peut-être dans 20 ans. Est-ce qu'il y a ce genre d'exemple? Des pays, par exemple, qui sont plus arides, qui ont moins d'eau douce disponible à l'année et qui voient le phénomène s'intensifier. D'une manière générale, tout le pourtour méditerranéen, qui est un hotspot du changement climatique, voit la quantité d'eau douce diminuer. Donc ces pays-là, des pays en Afrique aussi,
c'est-à-dire que ceux qui ont déjà pas beaucoup d'eau en auront sans doute encore moins. Ouais. Et ce que ça révèle aussi, c'est la question de l'empreinte eau, c'est-à-dire l'eau qu'on va utiliser à un endroit pour produire quelque chose, l'alimentation, des vêtements, etc. Cette eau-là, et on va l'exporter. Et c'est cette empreinte eau, l'eau virtuelle, qui sera utilisée par des pays riches comme nous. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'on utilise de l'eau sans le savoir dans des pays qui sont déjà en stress hydrique. Donc, effectivement, ce sera de plus en plus compliqué et on voit que les pays où il n'y a pas de gouvernance de l'eau, typiquement, où il n'y a pas une entente à l'échelle du bassin versant, c'est là où on voit des tensions géopolitiques de plus en plus importantes autour des projets très controversés de barrages. Ok. Et du coup, tu parles depuis tout à l'heure d'une solution face à un problème qui est que le cycle de l'eau va trop vite. Il s'est accéléré. On l'a accéléré. Du coup, comment le ralentir ? Est-ce qu'il y a une solution miracle, magique, qui nous permettrait de la ralentir ? On a plusieurs solutions pour ralentir. Alors, j'aime pas dire le mot solution parce que ça laisse penser que on a la solution, c'est bon, tout est réglé. Et en fait, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus complexe. Et pour moi, la grande part des solutions, elle n'est pas technique. En vérité, elle est plutôt sociale. Et elle est plutôt de l'ordre du changement de comportement. Je ne dis pas individuel, parce qu'on sait bien que ce n'est pas là que ça se joue. Je dirais plutôt de manière sociétale. Et pour moi, ça relève plus d'un changement de culture. Je le place à ce niveau-là, en fait. C'est que plutôt que de voir l'eau comme une ressource et un bien économique, finalement, ne serait-ce pas plutôt un commun qu'on doit vraiment partager et mettre en place, finalement, une gouvernance adaptée à cette question des communs. Alors, on pourrait mettre plein de réserves autour de ça. Il y a aussi plein d'initiatives autour de la reconnaissance des droits des fleuves et des rivières, qui peut être une approche. Mais volontairement, je ne parle pas tout de suite de solutions techniques parce que ça laisse penser que ça y est, on sait ralentir l'eau et on va résoudre tous les problèmes. Je prends un autre exemple. Pour la question de l'agriculture. Quand on dresse un peu le constat, l'historique autour du changement de modèle agricole en France depuis le remembrement, eh bien, on se rend compte qu'on connaît les solutions techniques. Mais en fait, on voit bien que le problème est bien systémique et que les solutions, elles vont devoir s'adapter à chaque type de production, à chaque territoire, et qu'il va falloir aussi offrir des débouchés pour les producteurs. Et en fait, c'est pas technique, ça. Par contre, d'un point de vue technique, si je peux répondre et revenir dans ma case, la solution, elle est de faire en sorte que l'eau de pluie qui arrive à la surface des surfaces agricoles, surfaces forestières et autres, elle reste le plus longtemps possible dans les sols. Donc, on travaille autour de l'hydrologie régénérative sur des principes d'aménagement qui sont de ralentir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols, diversifier les productions, et autour d'un triptyque eau-sol-arbre. Donc on va regarder les cheminements de l'eau, on va essayer de faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible et la répartir à l'échelle du bassin versant pour qu'elle s'infiltre lentement. Et le deuxième pilier, qui est celui du sol, ça n'a de sens de faire ça que si on a des sols vivants, capables d'absorber l'eau, de la retenir le plus longtemps possible, avec des solutions agroécologiques basées sur les principes d'aggradation des sols qu'on retrouve dans les processus naturels. Et le troisième pilier, qui est celui de l'arbre, et donc travailler autour des arbres, des haies et des arbres, pour permettre encore une fois à l'eau de s'infiltrer et de ralentir. Donc ça, ces techniques-là, elles commencent à émerger en France. C'est tout le travail que l'on fait avec l'Association pour une hydrologie régénérative, où on demande aux collectivités d'accompagner des collectifs d'agriculteurs qui sont volontaires pour expérimenter toutes ces approches-là. Et ces approches, en fait, elles existent déjà, mais elles ont d'autres noms. On parle d'hydraulique douce dans le sud de la France, d'agroécologie, d'agroforesterie. Mais à chaque fois, il faut tenir compte des cheminements de l'eau. Et encore une fois, techniquement, on sait faire. Maintenant, ça prendra du temps à chaque fois. Et surtout, des mécanismes financiers intéressants pour l'agriculteur et la collectivité. Et tous ces panels de solutions
qui vont du technique à l'économique en passant par le social. C'est tout ça qu'on essaye de mettre en place à l'échelle d'un territoire. Et pour ça, il faut instaurer un dialogue territorial, c'est-à-dire ouvrir les portes et rencontrer, aller voir les agriculteurs, mettre des bottes, aller discuter avec lui, et après de donner l'information pour qu'ensuite il expérimente, et en collectif, parce que c'est surtout comme ça que ça fonctionne. S'il y a un agriculteur isolé qui essaye des choses, il y a très peu de chances que ça prenne, en fait, le changement. Il faut arriver à impulser le changement au niveau des collectifs d'agriculteurs et agricultrices. Et donc l'hydrologie régénérative, c'est très lié à des solutions liées à l'agriculture, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Alors, on identifie l'agriculture comme un levier énorme pour régénérer les sols, réhydrater les paysages et reconstituer la trame arborée. Néanmoins, effectivement, il y a les surfaces forestières, parce qu'on a presque autant de surfaces agricoles que de surfaces forestières en France. Et pour le coup, la forêt a aussi son lot de solutions à expérimenter, à mettre en place, pour diversifier les essences, diversifier les modes de gestion et aussi ralentir l'eau, parce qu'en fait, ce que je vois, ce que je constate sur le terrain, ça c'est vraiment assez nouveau. Je ne me rendais pas compte à quel point la forêt était cultivée, autant qu'on pouvait cultiver les champs, et donc on drainait les forêts dans des drains. Donc on évacue l'eau des sols forestiers dans des drains. Quand on a tracé les forêts à la règle pour les quadriller et faire de la culture de bois, on a aussi rectifié les rivières, évacué le plus vite possible l'eau en aval. Et donc finalement, il faut aussi revenir un peu en arrière, c'est-à-dire garder l'eau dans des sols forestiers, des sols vivants, où on laisse aussi le bois mort, et on permet au processus de régénération forestière de prendre place, de s'activer, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant, et l'ONF commence aussi à expérimenter des choses autour du modèle de forêt éponge, et moi, j'essaie de les pousser à travailler avec un autre animal qui permettrait d'activer tous ces processus-là, le castor notamment. Et ça répond à quel problème ? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que nos forêts vont mourir et que c'est une des solutions pour les sauver. Est-ce que c'est ça ? Non, il s'agit de vraiment se préparer à des risques climatiques qui vont être de plus en plus importants et menacer vraiment les massifs forestiers. C'est pour ça qu'il faut accompagner l'adaptation au changement climatique. En vérité, j'aime pas trop dire ça, parce que les forêts ont 400 millions d'années d'âge, d'expérience. Elles n'ont pas besoin de l'homme pour s'adapter, des humains. Elles peuvent, à la suite d'une tornade, à la suite d'un incendie, s'en remettre par elles-mêmes. C'est une question de temps. Par contre, ce qui est très problématique, c'est la vitesse du changement climatique, qui va beaucoup trop vite par rapport à la capacité d'adaptation naturelle des forêts. Okay. Et pour ça, il faut arriver à accompagner cette adaptation, tout en sachant qu'on aura des pertes de manière indéniable. Maintenant, l'enjeu, ce sera de limiter ces pertes, autant pour on va dire, la culture de bois, parce qu'on en aura quand même toujours besoin, mais surtout pour les vivants qui vivent dans ces forêts et qui, d'un coup d'incendie, en fait, peuvent être exterminés. Donc j'essaie toujours de décentrer l'intérêt humain en disant il faut aussi prendre en compte que les forêts, c'est pas que de la production de bois, il y a aussi ce sont des habitats, c'est des lieux ressources, c'est aussi pour nous-mêmes des sources de bien-être importants. Ce qui nous fait respirer aussi. Voilà, aussi. Voilà, et qui épure l'eau. Voilà. Et en fait, je crois aussi qu'il y a une sous-estimation du rôle écologique des écosystèmes d'une manière générale. Pour produire de l'eau, pour capter du carbone, etc. Des bénéfices écologiques. Ouais, c'est ça. Et donc, et ce castor, alors quel est ce rôle ? Comment vous inspirez de cet animal ? Le castor, le rôle, il est incroyable. En fait, il amplifie la réponse des forêts. Les rivières ont coévolué avec les forêts pendant 400 millions d'années. C'est-à-dire qu'elles avaient du bois dans l'eau. Les forêts perdent des branches, les troncs tombent et sont transportés par la rivière. Mais la rivière, à un moment donné, arrête ses troncs, ses accumulations de bois. Et en quoi c'est important ? Eh bien, lorsqu'on a du bois dans l'eau,
on enraye le phénomène d'incision. L'incision, c'est... faut imaginer que la rivière mange... Enfin, elle a besoin de cailloux. La rivière, c'est pas que le trait bleu sur la carte. Elle a besoin de son substrat rocheux. Donc des galets, des sables, des graviers. Et pour ça, elle a besoin d'éroder sur le côté. Et d'avoir de l'espace pour aller chercher des sédiments et faire tomber aussi le bois dans la rivière. Si on fait tomber le bois dans la rivière, on arrête les sédiments. Si on enlève le bois de la rivière, les sédiments partent et la rivière va creuser le fond de son lit parce qu'elle a de l'énergie à dissiper et ça provoque un processus d'incision où le niveau de l'eau va se décrocher, elle va tomber dans une spirale d'incision et elle sera plus capable d'aller chercher sur les côtés les sédiments et le bois mort. Tout ça pour dire que c'est un phénomène très complexe, ça c'est le rôle des hydromorphologues, de comprendre le fonctionnement des hydrosystèmes. Et pourquoi c'est important ? Avoir une rivière qui n'a pas d'incision, qui est stable d'un point de vue sédimentaire, etc., ça permet d'avoir une rivière qui est connectée à la nappe superficielle. Okay. Et si on a une rivière qui est connectée à la nappe, eh bien on a des échanges bénéfiques saisonniers. C'est-à-dire qu'en hiver, la rivière déborde, la nappe absorbe les excédents d'eau. Et en été, c'est l'inverse qui se produit, c'est la nappe qui accompagne le débit de la rivière, qui permet de lui donner de l'eau. Si on incise la rivière, si la rivière s'incise, eh bien la nappe va se vidanger. C'est une loi hydraulique. L'eau, elle s'écoule selon son potentiel hydraulique. Et donc, la nappe va se vidanger. Et donc, on va abaisser le niveau de l'eau tant dans la rivière que dans la nappe. Parce qu'elles sont plus connectées. Elles sont plus connectées. Ou en tout cas, en plongeant, eh bien, le niveau de la nappe va plonger aussi. C'est ça qui se produit. Okay. Donc tout ça, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce sont des sécheresses structurelles qu'on a créées en enlevant le bois dans l'eau. On a enlevé le bois dans l'eau pour le trafic fluvial, pour éviter d'avoir des embâcles. Pour toutes sortes de raisons, on a enlevé le bois dans l'eau. Et tout ça pour dire, j'ai fait un grand méandre, que le castor, lui, il met du bois dans l'eau. Il a besoin de mettre du bois dans l'eau pour construire son habitat. Et il le fait, pas pour nous faire plaisir, hein, il le fait vraiment parce que c'est une stratégie de survie. Lui, il a besoin d'ennoyer son terrier, l'entrée de son terrier, pour ne pas être prédaté par d'autres espèces. Okay. Donc, s'il n'a pas de barrage ou d'ouvrage, eh bien, il est en insécurité. Donc, c'est une stratégie de survie, mais ça permet les bénéfices collatéraux, si je peux dire, c'est d'hydrater les milieux aquatiques. Parce que quand il construit ses ouvrages, il permet à la rivière de créer des bras secondaires, de réhydrater une zone humide, de remonter le niveau de la nappe. Et tout ça permet à d'autres espèces d'en profiter, des espèces végétales et animales, etc. On dit souvent que le castor est une espèce clé de voûte d'un écosystème. Si on enlève le castor, on enlève plein d'autres espèces avec lui. Donc c'est important de considérer le castor, mais il n'y a pas que le castor, évidemment. Mais le castor a cette faculté de réhydrater les écosystèmes terrestres et de faire venir avec lui tout un tas d'autres espèces. J'ai une image en tête, tu me dis c'est ça. Mais en gros, nous on est en train de créer plutôt des rivières qui vont toutes droites et qui alimentent pas en fait leur environnement par lequel ils passent, par lequel elles passent, comme des pipelines en fait. C'est comme si elles étaient dans un tube et qu'elles alimentaient pas ce qu'il y avait autour, les nappes, les champs. Et d'autres choses, c'est ça que je vois en tête? C'est exactement ça. On pompe, on rejette. On pompe, on rejette. Okay. Et le plus vite et le plus loin possible. Non. Et pourtant, c'est rigolo, parce que tu dis qu'elle creuse, mais du coup, on aurait l'impression qu'elle se connecte encore plus avec les nappes. Et oui, ça fait l'effet inverse. Ouais, ça fait l'effet inverse parce qu'on n'a pas la vision. Et on dit souvent que le castor, lui, il a des super lunettes et il voit l'eau, les connexions invisibles à l'œil nu, où il voit effectivement la rivière qui se reconnecte à la nappe. Et, en fait, nous, on se focalise sur le trait bleu. Mais on oublie de penser qu'il y a une sorte de rivière invisible connectée sur les côtés. Et effectivement, là où on a cherché à simplifier, on prend, on prélève, on rejette, on évacue, eh bien, le castor, lui, il fait l'inverse, il complexifie. Et c'est impressionnant parce qu'il pose un ouvrage et
il s'arrête plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux ouvrages, il a toujours ce soin accordé à maintenir les ouvrages actifs. Et il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est qu'il n'est pas là pour barrer le cours d'eau. On fait souvent l'amalgame entre l'ouvrage et le barrage. Et lui, il construit des barrage ouvrages... humain, tu veux dire. Voilà. Lui construit des ouvrages filtrants. Vous pouvez même aller voir, si vous avez la chance de voir un ouvrage castor. Parfois, des ouvrages castor sont végétalisés. C'est-à-dire qu'il utilise beaucoup de saule. Et le saule est une espèce qui permet de... et ça fait des ouvrages verts, des ouvrages végétaux magnifiques. Mais là où lui, il cherche à ralentir l'eau, nos barrages humains cherchent à stopper. Et en barrant totalement l'eau, non seulement on capture l'eau, mais aussi on empêche les sédiments de s'écouler, on empêche la migration de certaines espèces de remonter d'aval en amont. Donc en fait, on est dans une autre logique. On simplifie quand le castor, lui, cherche à complexifier. Plus je creuse le sujet, plus je vois qu'il y a un lien entre les rivières et les glaciers, les rivières et les nappes phréatiques. Comment toi tu l'expliques en fait, tout ce lien de ce cycle de l'eau, on va dire, très facilement, et à chaque fois, quelles sont un peu les problématiques? La première chose à faire, c'est de raisonner à l'échelle du bassin versant. Les hydrologues travaillent à l'échelle du bassin versant. Le bassin versant, c'est la cuvette topographique, donc délimitée par les reliefs et les pentes. Et dans ce bassin versant, on a un réseau hydrographique. Donc on a des petits ruisseaux, des petits chevelus hydrographiques qui sont en tête de bassin versant, sur les crêtes, près des crêtes. Et en fait, le cycle de l'eau, il commence là. Ces chevelus hydrographiques peuvent être alimentés que par la pluie, ou par la fonte d'un glacier, ou par la fonte des neiges. Et ensuite, en descendant d'amont en aval, là, on a d'autres types de cours d'eau, plus gros, jusqu'au fleuve, etc., etc. Et il faut avoir vraiment cette lecture à l'échelle du bassin versant pour comprendre cette complexité. Les hydrologues, je dirais, sont habitués de la complexité, mais je pense que cette complexité, elle est à la portée de tout le monde. Et ne serait-ce que d'identifier votre bassin versant, de savoir à quel bassin versant j'appartiens. Tout simplement, vous regardez sur une carte, voilà le nom de votre rivière, et vous pouvez tenter, si vous avez cette possibilité-là, de tracer cette cuvette qui délimite les frontières de cette rivière et jusqu'au plus grand bassin versant des grands fleuves. Et ça permet de montrer aussi qu'on est complètement interconnecté entre l'amont et l'aval, mais aussi entre ce qui se passe sur les versants et ce qui se passe en plaine. Et ça permet de revenir sur cette question de ralentir et d'infiltrer. On a besoin de travailler sur les rivières, de leur donner plus d'espace pour ralentir et rétablir ces connexions entre rivières et nappes, etc. Mais on a aussi besoin de travailler sur les versants et garder l'eau le plus possible sur les versants en la ralentissant avec, comme on disait tout à l'heure sur l'agriculture, des pratiques qui permettent à l'eau de s'infiltrer en agriculture ou en forêt, etc. etc. Donc, en France, on a un autre concept qui permet de nommer cette connexion-là, c'est le concept de solidarité amont-aval, où on se rend compte que les villes se sont construites essentiellement à l'aval. Donc, les moyens financiers se concentrent à l'aval des bassins versants, donc sur le littoral ou en fond de vallée, etc. Tandis qu'en amont, on est plutôt sur des territoires ruraux où il n'y a peut-être même pas du tout d'hommes. Et donc, il faut, au nom de cette solidarité amont-aval, que les villes puissent aider les territoires ruraux pour agir de la source et ralentir cette eau. Et ça permettrait aussi de protéger les enjeux en aval. Quand je dis protéger les enjeux en aval, c'est autant sur les risques d'inondation que les risques de sécheresse ou aussi même les questions de pollution. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si on pollue du coup là-haut, ça va être pollué aussi pour les grandes villes souvent qui sont au bord des littoraux et tout ça. Okay. Voilà. Je vois un jour une glaciologue qui me dit les glaciers, dans pas longtemps, ils sont en train de disparaître. Donc c'est une source d'eau en moins. Aujourd'hui, elle est toujours là parce qu'ils fondent de plus en plus. Donc au final, l'été, ils donnent encore plus d'eau. Mais un jour, il n'y aura plus de glaciers. Du coup, on puise encore plus dans les nappes pour arroser et pour l'utilisation des industriels des villes. Mais un jour, on nous dit qu'il y a un point de rupture aussi sur les nappes et donc moins de débit dans les fleuves.
Effectivement, ça m'inquiète, d'autant plus que c'est réel et tangible en France. On voit déjà des territoires qui ont très peu d'eau et qui dépendent de la fonte des glaciers. Je nomme ici tout le territoire d'Aix-Marseille, qui dépend de la fonte des glaciers sur la Durance. Aujourd'hui, il faut comprendre que s'il n'y a plus de glaciers sur les hauts de la Durance, eh bien, il y aura des tensions de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à Marseille, qui dépend à 80% de l'eau de la Durance. Donc, via le canal de la Durance et le canal de Marseille. Mais ça, en fait, on a aussi développé, j'en viens, d'une culture ingénieure où on dit on n'a pas de problème d'eau en France, ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. On a des barrages, on a des pompes, on a des canaux. On va toujours arriver à dériver l'eau du Rhône pour aller même, là je prends le cas des Pyrénées-Orientales, tirer l'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales pour irriguer le vignoble. Et en fait, c'est une problématique, enfin un problème, une solution. Et ce qu'on apporte maintenant, c'est cette complexité en disant vous apportez peut-être une solution technique à un usage donné, mais vous ne prenez pas en compte le reste des problématiques, qui sont le climat, la perte de biodiversité, etc. Et pour répondre vraiment à la question sur le risque de manque d'eau, où on appelle ça aussi le day zero, le jour zéro, où il n'y a plus d'eau au robinet, eh bien, je crois que plus on développe un arsenal technologique pour éviter ça, plus on se rend vulnérable aussi au risque de rupture d'eau. Donc, ce qu'il faut, pour moi, c'est de considérer, on a des infrastructures hydrauliques, elles fonctionnent jusqu'à un point donné, considérer aussi nos vulnérabilités, de dire effectivement sur certains territoires, la fonte des glaciers, rebattre en fait les cartes de la disponibilité de l'eau. On n'aura pas d'eau pour absolument tous les usages tels qu'ils sont aujourd'hui ou tels qu'ils seraient amenés dans le futur. Et donc, de fait, on est obligé de s'intéresser à la sobriété, de faire avec moins d'eau. Et du partage. Et le partage. Ouais. Si on n'anticipe pas, on va le subir, c'est sûr. La solution d'un petit problème devient la cause de tous les autres. Effectivement, on réfléchit beaucoup par problème-solution, mais on n'étudie pas souvent l'impact de ces solutions sur d'autres aspects. Et effectivement, l'eau, je trouve que c'est lié à beaucoup de choses, à la biodiversité, au climat, à l'agriculture, à la façon dont on façonne les villes, on les organise aussi. Enfin, tout est lié. Tout est lié. Quand j'ai fait mon premier documentaire, justement, le but, moi, c'est d'essayer de trouver des solutions. Déjà, de comprendre le problème, les enjeux, et de montrer des solutions. Et on m'a souvent dit, fais attention aux fausses bonnes solutions. Est-ce qu'il y en a une à laquelle je dois faire vraiment attention, par exemple ? Sur l'eau ? Ouais. Alors, les deux qui me viennent à l'esprit à chaque fois, il s'agit des fameuses retenues de substitution qu'on appelle méga-bassines. Ok. Les controversées méga-bassines dans les plaines céréalières de France. Sur le papier, ça a l'air très intéressant. En fait, il s'agit de décaler dans le temps les prélèvements utilisés pour l'irrigation agricole. Plutôt que de prélever l'eau lorsque la ressource est la moins disponible en été, on le prélève en hiver quand les nappes sont hautes, on la stocke et on l'utilise plus tard en été. Et bien ça, c'est effectivement intéressant. Par contre, ça n'engage pas vers une trajectoire de sobriété, c'est-à-dire qu'on ne va pas prélever moins d'eau. Et en plus, on ne change pas forcément les pratiques agricoles derrière. Et on a toujours besoin d'eau, et en grande quantité, pour des cultures qui sont gourmandes en eau, qui ne sont même pas adaptées au changement climatique d'ailleurs. Et en plus, on va utiliser derrière des intrants chimiques, pesticides et engrais de synthèse, et il y aura des problèmes de qualité de l'eau derrière à traiter. En plus, ces solutions sont coûteuses, donc ça veut dire qu'il faut les rentabiliser. Donc ça veut dire qu'on a besoin de cultures à forte valeur ajoutée qui sont la plupart du temps dédiées à l'export ou à l'alimentation animale. Donc dans tous les cas, qui ne sont pas adaptés à un modèle résilient d'un point de vue du changement climatique. Donc ça, c'est un risque de maladaptation très fort. C'est-à-dire qu'on mise tout sur les stockages artificiels pour l'irrigation d'un modèle agricole qui est de fait pas adapté à un nouveau climat. Donc, revoir le modèle agricole et utiliser l'argent qu'on pensait mettre dans des retenues pour financer directement la transition agroécologique, ça me semble être un peu plus de bon sens.
Il y a un autre type de solution qu'on voit moins en France métropolitaine, mais pourtant qui se développe dans les territoires d'outre-mer, c'est le dessalement de l'eau de mer. Ouais. Donc c'est une technique qui est très énergivore, qui émet des saumures, donc rejetés directement dans les écosystèmes marins vont tuer tous les herbiers, qui sont des puits de carbone en plus naturels, et pareil, n'encourage pas vers la sobriété. Et en fait, c'est-à-dire qu'on pense souvent à créer des nouvelles ressources, soit des retenues, soit des barrages, soit des canaux de dérivation, soit dessaler l'eau de mer carrément, mais on n'interroge jamais le besoin. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je me dis, on n'arrive pas à se demander pourquoi on a besoin d'eau, en fait, et pour quel usage. Et c'est toujours plus facile, en fait, de dire on va créer des nouvelles ressources, des nouvelles solutions. Bah, évidemment, c'est plus rentable, mais moins sur l'ingénierie, la créativité d'ingénieurs pour faire avec moins. Et je crois que c'est plutôt vers ça qu'on devrait aller. Beaucoup de gens le disent et je partage cette idée, je crois que tu la partages aussi, les éco-gestes qu'on fait à la maison vont pas suffire, ça on est tous d'accord là-dessus, même si c'est quand même important. Du coup, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Plein de choses, il y a tellement de choses. Si vous voulez agir à la maison, vous posez la question d'où vient mon eau potable ? À qui je paye cette eau ? Est-ce que c'est du privé ? Est-ce que c'est du public ? Est-ce que je connais la consommation de mon eau ? Est-ce que je sais où partent mes eaux usées ? Qui est le milieu récepteur ? Est-ce que c'est une rivière ? Est-ce que c'est la mer ? Donc s'intéresser à ce qu'on appelle dans le jargon le petit cycle de l'eau. L'eau potable, l'assainissement. Si j'ai un jardin, je peux faire pas mal de choses autour de mon jardin, récupérer l'eau de pluie, réhydrater les sols, recréer une mare, etc. Sphère domestique. Sphère un peu plus systémique. Empreinte eau. Calculez votre empreinte eau, allez sur Nos Gestes Climat, calculez votre empreinte carbone et votre empreinte eau en même temps, et là vous verrez que, on a une empreinte eau quotidienne d'environ, en moyenne, 10 000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 50 baignoires qu'on utilise sans le savoir pour produire notre alimentation, nos vêtements, l'énergie, le numérique, etc., etc. Réduire notre empreinte eau, ça passe essentiellement par l'alimentation. Réduire la quantité de protéines animales. C'est le plus efficace en termes de réduction de l'empreinte hydrique. Ensuite, il y a plein de choses autour des vêtements, du numérique, etc. Ça se permet de commencer à tisser les liens de complexité à l'échelle individuelle, mais il y a des répercussions à un autre niveau. Souvent à l'autre bout du monde, d'ailleurs. Et souvent à l'autre bout du monde. Et le troisième niveau, je dirais, il est plutôt d'ordre de l'engagement. L'engagement personnel, associatif, politique, économique dans son entreprise. Et là, il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que aujourd'hui, on a bien compris que les éco-gestes, ça ne suffit pas. Et pour faire bouger les lignes, il faut œuvrer à l'intérieur, être un peu les insiders qui vont changer la trajectoire de l'intérieur dans les entreprises, les institutions, etc., etc. Moi, je mise aussi beaucoup là-dessus. Un jour, tu m'as dit qu'il faudrait faire un demain de l'eau, en faisant référence au film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Si demain, il y avait justement un demain de l'eau, qui tu irais voir et quelle solution tu aimerais mettre en lumière et partager au grand public ? Alors, j'irai voir des agriculteurs qui protègent les captages d'eau potable, par exemple de Haute-Paris, plutôt que de traiter les polluants dans les usines et ne pas savoir que faire du reliquat. On va traiter à la source. C'est-à-dire qu'on va financer les agriculteurs pour transitionner, donc changer, ou maintenir un modèle en agriculture biologique. Et ça, c'est déjà des choses qui sont mises en œuvre tout autour de Paris, dans un rayon de 150 km. Il y a des collectifs d'agriculteurs qui sont rémunérés par Eau de Paris pour mettre des engrais verts, des couverts végétaux, replanter des haies. Et ça permet vraiment d'éviter d'utiliser des pesticides ou des engrais azotés. Et je crois que je connais cette initiative, c'est effectivement, je crois, une centaine d'agriculteurs. Ouais. Qui n'utilisent plus ces produits-là pour justement ne pas polluer l'eau que les Parisiens vont boire. Donc il y a un lien direct en fait entre l'agriculture qui est autour de Paris
et l'eau qu'on boit. Voilà. Donc moi, j'irai voir l'agriculteur ou agricultrice. Là, j'étais allée voir une agricultrice, en l'occurrence. Et j'irai voir Eau de Paris, parce que cette initiative n'a été mise en place qu'à partir d'une volonté politique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on va s'aligner sur les aides de la PAC. C'est-à-dire qu'en fait, économiquement, vous perdez aides de la rien. PAC, c'est la politique agricole commune, qui encourage les aides à l'hectare. C'est-à-dire que plus on est gros, plus on s'agrandit, plus on est mécanisé, plus on utilise de produits chimiques, etc., plus on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, la plupart des grandes exploitations agricoles sont perfusées par les aides de la PAC. Et Eau de Paris a dit on s'aligne sur le taux d'aide de la PAC, c'est-à-dire que vous ne perdez pas économiquement. On vous donne cet argent et vous protégez en retour les captages d'eau potable. Et on s'arrange, on contractualise avec vous pour que votre production, elle alimente aussi la restauration collective, c'est-à-dire que nos enfants, à l'école, puissent aussi se nourrir à partir d'une partie de votre production. Et là, on recrée un lien direct entre la fourche et la fourchette, du champ à l'assiette, et on rétablit ce lien entre le milieu rural et plus urbain. Et moi, mon rêve, ce serait que ces enfants reviennent après à la source, jusqu'au captage, jusqu'à l'exploitation, pour parler avec les agriculteurs, agricultrices, leur poser des questions, voir des animaux, etc. Enfin, avec la Water Family, par exemple. Exactement, voilà. Donc la Water Family, qu'on salue au passage, est une association d'intérêt général qui amène les enfants dans les fermes et montre ce lien-là, parce qu'on l'a perdu. Donc dans un demain de l'eau, je ferai ça. Et après, dans un demain de l'eau, je verrai aussi des citoyens qui réapproprient ce pouvoir de démocratie pour créer des instances citoyennes. Alors certains peuvent même prendre la voie d'un fleuve, la voie d'une rivière, reconnaître son droit à exister. D'autres ne s'engagent pas forcément sur cette voie-là, mais participent aux instances de concertation pour vraiment faire vivre la démocratie de l'eau. Voilà. Je pense qu'il y a une grosse partie de la solution qui viendra des forces citoyennes qui s'investissent bénévolement, souvent, dans ces instances.